Merci, Souhail. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour leur invitation et cet accueil très agréable. Je ne vais pas parler véritablement des visual arts ou de la photographie. Je vais parler du numérique et du rapport entre, disons, le numérique et ce que j'appellerais l'universel. Bon. Avant d'engager et d'entrer véritablement dans cette question, je voudrais dire quelques mots sur la question des droits de l'homme. Je pense que la question des droits de l'homme est fondamentalement la question du devoir des hommes, et plus précisément du devoir de former les hommes. Dans le langage d'Amartya Sen, l'économiste indien, on dirait aussi de capaciter les hommes, de leur donner une capacitation. Sachant que les hommes sont des êtres raisonnables, mais que leur raison n'est pas spontanément produite. Elle nécessite des efforts, des politiques, et les droits de l'homme, pour moi, c'est d'abord cette politique-là. Faute de quoi, si on n'en appelle pas à ce que, par exemple, la philosophie des Lumières appelait la raison, on peut en arriver à dire que les droits de l'homme deviennent l'idéologie de la bourgeoisie, comme le dit le programme de ce symposium, où il est écrit, je cite, « La bourgeoisie européenne a notoirement développé une tradition vigoureuse et toujours bien vivante, consistant à présenter ses intérêts comme étant identiques à ceux de l'humanité en général. » Et j'ajouterai volontiers, fin de citation, et j'ajouterai volontiers, non seulement la bourgeoisie, mais l'Occident. Alors on m'objectera, mais la raison revendiquée ici, n'est-ce pas justement ce que l'Occident s'arroge comme son privilège historique, mais aussi ethnocentrique et métaphysique? Eh bien, je vais essayer d'interroger cette question un petit peu en ayant une approche que j'appelle organologique de la raison, c'est-à-dire une étude de la raison à travers ses techniques, puisque pour moi, la raison est fondée sur des techniques. Je voudrais essayer de montrer que la raison est un agencement historique, et que cet agencement historique, il s'est planétarisé à travers la technologie occidentale, et dans cette planétarisation de la technologie occidentale, il s'est aussi dégradé dans ce que Adorno et Horkheimer appelaient la rationalisation, qui est, dans leur langage, le renversement de la raison, c'est-à-dire la destruction de la raison par la raison. La destruction rationnelle de la raison, si on peut dire. J'insiste sur ces points parce que l'universalité, l'universalisme, n'a de sens, en tout cas pour quelqu'un qui est passé par la tradition de la philosophie occidentale, que en relation avec cette question de la raison. L'universalisme est un universalisme de droit et non pas de fait. Gilles Deleuze disait, de fait, aujourd'hui, l'universalité existe sous la forme du marché. Mais le marché n'est absolument pas l'universel dont parlaient, par exemple, les Lumières. Et cette question de l'universel, on ne peut la poser qu'en posant en principe une différence irréductible entre le fait et le droit. Entre plus exactement, la question des droits, y compris des droits de l'homme, dès lors, il faut la poser avec Emmanuel Kant sous la forme de la question quid iuris, quid facti. Qu'est-ce qui fait la différence du droit et du fait? De fait, il y a plein de gens dans les rues, par exemple, qui crèvent de faim en ce moment en France. Est-ce que de droit, je suis autorisé à dire, c'est comme ça, on n'y peut rien? Un philosophe dit non, je ne suis pas autorisé à dire cela. Le droit, on dirait dans un langage classique, transcende le fait. Bon, ce n'est pas mon langage, mais je voulais inscrire ce que je vais vous dire maintenant sous ces préalables qui sont pour moi la précaution avec laquelle je parle des droits de l'homme, dont je me méfie, on le dit très clairement. Non pas que je sois évidemment contre le discours des droits de l'homme, mais je me méfie de la manière dont la question des droits de l'homme peut éviter de poser la question du droit tout court, par exemple en remplaçant le droit par le contrat, comme ça se passe en ce moment dans le monde commercial, et comme c'est l'enjeu de l'accord de négociation entre les États-Unis et l'Europe sur l'accord transatlantique. Ayant dit cela, je voudrais dire que la question du droit conçu comme universel, car il y a des droits qui ne se présentent pas comme universels, et il faudrait en parler, mais on n'en a pas le temps. La question du droit conçu comme universel naît en Grèce, au 7e siècle avant Jésus-Christ, dans ce que j'appelle une époque de l'esprit peer-to-peer. Et évidemment, là, je viens vers le numérique,
On nous parle du peer-to-peer, du peering dans le domaine numérique, comme étant la nouveauté depuis 20 ans avec le web qui est apparu sur la Terre, comme Jésus-Christ, le descendant du ciel. Mais le peer-to-peer, celui qui l'a pratiqué pour la première fois, s'appelait Thalès. Une géométrie n'est possible que dans une communauté et que pour une communauté peer-to-peer. En dehors de cette parité des géomètres, il n'y a pas de géométrie possible. Mais d'autre part, Husserl l'a montré, je vais y revenir, que cette parité des géomètres, qui fonde la parité des citoyens grecs, parce que c'est sur la base de la géométrie que la citoyenneté grecque s'élabore, eh bien cette parité suppose une technologie de publication qui s'appelle l'écriture alphabétique. Ça, c'est ce qu'a montré Jean-Pierre Vernant, avec beaucoup d'autres, bien entendu, mais Jean-Pierre Vernant l'a montré mieux que tout autre, à mon avis. C'est comme communauté de pairs, comme système de parité qu'on appelle la citoyenneté, qui passe par la géométrie, qu'est possible un droit universel. En dehors de cela, cela n'a strictement aucun sens. Et il y a ce que j'appelle des conditions organologiques de possibilité, mais aussi des conditions organologiques d'impossibilité de cette universalité. Je parle de conditions de possibilité et d'impossibilité au sens où Jacques Derrida, en étudiant le statut de l'écriture dans le discours de la métaphysique, a dit que toute condition de possibilité est aussi une condition d'impossibilité. Et il a ainsi introduit une problématique que je vais développer maintenant, qui est la problématique de ce que Platon appelait le pharmakon, qui est toujours la possibilité d'un remède, mais aussi l'impossibilité de faire que ce remède ne devienne pas un poison, l'impossibilité de garantir que le remède ne deviendra pas un poison. Les droits de l'homme peuvent être un poison. La démocratie même peut être un poison. Et aujourd'hui, en France, elle n'est pas loin d'être un poison. Le numérique, tout cela ayant été dit, est un nouvel âge de la res publica. Car le numérique, c'est une technologie de publication. Et comme toute technologie de publication, il crée un espace public. Mais cet espace public n'est pas la cité grecque, ça n'est pas l'État-nation européen, c'est la planète de la mondialisation. C'est dans ce contexte-là qu'il faut interroger la possibilité et l'impossibilité d'une universalité des droits de l'homme. Alors, la naissance du droit positif, du droit politique, du droit universel, qui n'a de sens donc que dans un rapport fondamental et inaliénable à la loi géométrique, c'est-à-dire à ce que les philosophes appellent la loi démonstrative, la loi qui est l'objet d'une expérience de la démonstration. Ceci est possible. J'ai des problèmes avec mon micro. Oui. Ceci est, on peut le poser là si vous voulez. Merci. Ceci est possible à partir du moment où se constitue une forme spécifique de l'attention. Je vais beaucoup vous parler de l'attention et je vais essayer de vous dire que pour moi, ce qu'on appelle la raison, c'est quelque chose qui se forme. Il faut aller à l'école pour actualiser son potentiel raisonnable et cela passe par une formation de l'attention. En particulier, la raison est une capacité attentionnelle qui est capable de reconnaître et d'affirmer l'universalité. Par exemple, l'universalité d'un raisonnement, mais aussi de l'universalité d'un raisonnement de droit. Cette forme attentionnelle, c'est une forme de ce que Aristote appelait la noésis. La noèse, c'est-à-dire l'esprit, si vous voulez. Depuis une dizaine d'années, je me suis attaché à définir la noésis. Ceci est la première page du traité de l'âme d'Aristote, où il va développer sa théorie de l'âme noétique. C'est en grec, mais vous n'avez pas besoin d'essayer de le lire, c'est juste pour signaler d'où vient cette question de la noèse. Depuis une dizaine d'années, je me suis attaché à définir la noèse, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pensée, laquelle constitue pour Aristote l'acte par excellence de ce qu'il appelle l'âme noétique, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes des âmes noétiques pour Aristote. Il y a des âmes végétatives comme les plantes, des âmes sensitives comme les animaux, et nous sommes des âmes noétiques, dit Aristote. Donc je me suis attaché à définir la noésis comme la pratique et l'invention de formes attentionnelles sans cesse renouvelées. Pas nécessairement sous forme de la rationalité d'ailleurs. Je vous montrerai tout à l'heure des formes attentionnelles qui ne revendiquent pas du tout la rationalité.
Ce que j'essaye de montrer depuis 10 ans, c'est que cette invention de formes attentionnelles, qui ne cesse de se renouveler, sous le nom de, par exemple, géométrie, géographie, art pictural, etc., religion, elles sont engendrées par un processus que le philosophe Gilbert Simondon appelle l'individuation psychique et collective. Selon Simondon, vivre noétiquement, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui raisonnablement, en exerçant ses possibilités de pensée autant que possible, c'est s'individuer psychiquement en même temps que collectivement. S'individuer, ça veut dire se transformer, devenir qui l'on est. Mais Simondon dit on ne peut devenir qui l'on est qu'en contribuant au devenir des autres. On ne peut pas devenir tout seul. On devient toujours avec les autres. Et ce devenir, ce que je suis avec les autres, parfois contre les autres, avec ça peut être contre. Par exemple, Van Gogh, qui est un personnage célébrissime et que Arles revendique comme étant l'enfant du pays, alors qu'il était flamand. Bon. Mais Van Gogh, il s'est individué contre tout son siècle. Bon. Et puis aujourd'hui, on dit c'est lui le siècle en réalité. Bon. Donc l'individuation avec les autres n'est pas nécessairement comme les autres, c'est dans un rapport aux autres, un rapport inaliénable. Et ce rapport aux autres engendre ce que Simondon appelle du transindividuel, dont il précise que ça veut dire de la signification. Mais il ajoute les significations transindividuelles qui se produisent entre les individus psychiques s'individuant collectivement, comme par exemple Van Gogh et la peinture, eh bien, ils ne peuvent se transindividuer qu'à travers des supports techniques. Par exemple, le subjectif dont parle le support de la peinture, le tableau de Van Gogh, ou toutes sortes d'autres supports, par exemple les supports numériques. Ces supports sont des objets techniques, ce sont les objets techniques en général. Et ce sont plus spécifiquement, je préciserai tout cela plus en détail tout à l'heure, les objets hypomnésiques. Ça désigne chez Platon l'hypomnésis, les mnémotechniques et en particulier la technique de l'écriture comme technique de mémoire. L'écriture et les techniques hypomnésiques plus généralement constituent des projections spatiales d'événements temporels et en particulier des événements psychiques. Ce qui est en train de vous arriver en m'écoutant, là en ce moment, il vous arrive quelque chose, à savoir écouter Stigler, c'est temporel. Et ça se passe dans votre esprit comme quelque chose qui s'écoule, que vous trouvez peut-être un petit peu long, vous êtes en train de vous dire, mais où il veut en venir ce type, etc. Bon, vous allez voir, mais c'est temporel. Moi aussi, je m'individue devant vous en ce moment en parlant temporellement. Je me temporalise. S'individuer, c'est se temporaliser. Mais avec les rétentions, ce que j'appellerais tout à l'heure les rétentions tertiaires, disons les supports techniques, mnémotechniques, hypomnésiques, eh bien, cette temporalisation, je peux la spatialiser. Je peux la produire d'une manière spatiale. Je peux la transformer, par exemple, en les notes que Sohail est en train de prendre sur ce carnet. Il est en train de transformer le temps de ma parole dans l'espace d'un texte. D'une façon générale, les supports qui permettent la transindividuation, par exemple à travers l'écriture ou à travers l'enregistrement électronique, ce sont les fruits d'un processus d'individuation technique. Ce qui veut dire que pour que l'individuation psychique puisse se produire, il faut qu'elle contribue à une individuation collective, mais pour que l'individu psychique contribue à l'individuation collective, il faut qu'il contribue à une individuation technique. Il y a donc un triple processus d'individuation. Si vous m'avez bien suivi, ça signifie que l'individuation noétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pensée, et notamment la pensée universelle, c'est-à-dire la pensée qui prétend être rationnelle de part en part, est conditionnée par l'individuation technique. Conditionnée ne veut pas dire déterminée. Et ça veut dire que sans individuation technique, il ne peut pas y avoir d'individuation psychique, et donc il ne peut pas y avoir de pensée. L'artefact technique conditionne la pensée dans la mesure où l'artefact technique est un pharmacone, ce que Platon appelait un pharmacone, c'est-à-dire un artefact qui ouvre des possibilités indéfinies sur une bipolarité qui va du meilleur au pire, qui va du curatif au toxique, et qui fait qu'il faut faire attention d'abord au pharmacone.
Pour construire son attention, on a besoin de pratiquer un pharmacone, par exemple l'écriture. Mais en pratiquant l'écriture, il faut faire attention à ce que la pratique de l'écriture n'aboutisse pas à la destruction de l'attention plutôt qu'à sa production. Quoi qu'il en soit, cela ayant été dit, je définis l'âme noétique ou la noèse en général, c'est-à-dire la vie de l'esprit, comme une forme attentionnelle. Je dis que parmi les formes attentionnelles, il y en a une qui s'appelle la raison, mais c'en est une parmi d'autres, même si aujourd'hui elle domine la planète entière, et que ces formes attentionnelles, ce sont des agencements de ce que Husserl, le philosophe Husserl, appelait des rétentions et des protensions. Les rétentions sont des souvenirs et les protensions, ce sont des anticipations. Et ce que je soutiens, c'est que les rétentions et les protensions produisent de l'attention, mais elles sont surdéterminées par ce que j'appelle des rétentions tertiaires, c'est ce qui est là, c'est-à-dire en fait des mémorisations, des rétentions artificielles sous forme d'écriture, sous forme de numérique, sous forme d'artefacts en tout genre. Les rétentions tertiaires, ce que j'appelle les rétentions tertiaires, je dirai pourquoi tout à l'heure elles s'appellent tertiaires, permettent de métastabiliser des formes attentionnelles. Les métastabiliser, ça veut dire faire en sorte qu'elles ne soient pas évanescentes, qu'elles ne s'écoulent pas purement comme du temps, qu'elles restent relativement stables, mais elles ne sont que métastables, c'est-à-dire qu'elles sont relativement stables, elles ne sont pas parfaitement stables. La métastabilité, c'est un concept qui vient de la thermodynamique et qui correspond au fait qu'on peut maintenir une forme plus ou moins en ne pouvant pas empêcher sa déformation, si vous voulez, par le temps. Ces formes attentionnelles sont des tissus temporels de rétention et de protension, au sens où le philosophe Husserl, en 1905, a commencé à les étudier dans un séminaire fameux qui a duré 18 ans d'ailleurs, et, enfin pas le séminaire, mais il a travaillé sur cette question jusqu'en 1923, et le texte en a été publié en 1927 par Edith Stein et Martin Heidegger. Un flux temporel, par exemple un discours que j'écoute, par exemple le discours que vous écoutez en ce moment, le mien, un tel flux temporel ne se constitue temporellement que parce que je retiens primairement, dit Husserl, chacun des éléments qui se présentent dans le cours de ce discours. Qu'est-ce que ça veut dire, primairement? Ça veut dire que chaque élément qui se présente dans ce discours-là, que je tiens en ce moment, s'agrège à l'élément précédent. Et avec cet élément qui le précède et qu'il retient en lui, qu'il retient primairement, il constitue le maintenant de ce discours et qui produit plus ou moins du sens. Par exemple, les phonèmes des mots que j'emploie s'agrègent pour former des mots. Ces mots s'agrègent eux-mêmes pour former des phrases. Et ces phrases s'agrègent elles-mêmes pour former un discours. Et ce discours essaye de construire l'unité d'un sens, d'avoir un sens. Ces agrégations, vous les faites en ce moment même en m'écoutant. Si vous ne les faisiez pas, vous n'entendriez tout simplement rien de ce que je dis. Ce ne serait que du blabla. C'est ce qui se passe quand vous écoutez une langue à laquelle vous ne comprenez rien. Là, vous la comprenez, cette langue, soit la mienne, soit celle des interprètes qui sont en train de me traduire. Et cette compréhension, eh bien, en fait, vous en retenez quelque chose, mais ce que vous en retenez, eh bien, c'est retenu en fonction de critères de rétention. Rétention, ça veut dire ce qui est retenu. Et ces critères de rétention, qui fait que vous retenez dans ce que je dis telle ou telle chose, eh bien, ils sont constitués par vos expériences passées, par d'autres rétentions primaires que vous avez eues autrefois, et qui ont fait que vous avez accumulé une expérience, une mémoire, qui fait que vous avez un savoir qui vous permet de comprendre ce que je dis, par exemple. Chacune et chacun d'entre vous, en ce moment, qui sommes en train de m'écouter, et je vous en remercie, vous entendez dans ce que je dis quelque chose de différent. Personne ici dans cette salle ne comprend la même chose dans ce que je suis en train de dire. Il en va ainsi parce que tout ce que je dis est un flux de rétention primaire, mais ces rétentions primaires que je produis, vous les sélectionnez tous et toutes différemment, parce que vous avez tous et toutes une mémoire différente. Donc si vous êtes géomètre, par exemple, dans ce que je disais de la géométrie tout à l'heure, vous n'entendez pas la même chose si vous n'êtes pas géomètre, etc. Vos rétentions secondaires, c'est-à-dire votre passé, votre expérience, constituent les critères avec lesquels vous m'écoutez. Vous faites donc tous et toutes attention à ce que je dis,
à partir de vos rétentions qui elles-mêmes contiennent des protensions. Vous attendez, par exemple, que je vous parle de ceci ou de cela, vous attendez au grand soir, ou vous attendez comme moi à ce que le Front National prenne la direction des affaires de la France dans 4 ans. Enfin, chacun a ses petites angoisses et ses petits espoirs. Néanmoins, quelque chose unit plus ou moins vos façons d'entendre ce que je suis en train de dire. Plus ou moins. Il y a quand même dans ce que je dis, il y a beaucoup de différences, mais il y a aussi des choses qui convergent. Quand par exemple je vous parle de géométrie, vous comprenez tous plus ou moins de quoi je parle. Et il est à partir de là possible qu'un accord entre les différentes compréhensions, il y a à peu près 100 ou 150 personnes dans cette salle, il y a 100 ou 150 compréhensions différentes, mais il est en même temps possible que ces compréhensions convergent progressivement les unes vers les autres et finalement produisent ce que Simonon appelle un processus de transindividuation. Et si vous avez eu une formation de votre attention qui correspond à ce que j'appelle la forme attentionnelle rationnelle, c'est-à-dire que vous savez ce que c'est que le principe de contradiction, le principe de tiers exclus, et un certain nombre de choses de ce type-là, vous savez faire la différence entre un jugement apodictique, c'est-à-dire démonstratif, et un jugement assertif, purement assertif, etc. Et bien dans ce cas-là, vous avez une capacité de compréhension dans ce que je dis plus grande que les gens qui n'ont pas cette formation-là. Ce que je soutiens, c'est que cette formation-là, elle est conditionnée par le fait que vous avez acquis la maîtrise parfaite et transparente de ce que j'appelle la rétention tertiaire littérale, c'est-à-dire l'alphabet, qui est apparu 8 siècles avant notre ère dans le bassin méditerranéen et plus précisément en Grèce et en Judée. Et s'il en va ainsi, c'est parce que les rétentions tertiaires, dans ce que j'appelle les rétentions tertiaires, ce sont les mémoires artificielles, les livres, les bibliothèques, la peinture, l'architecture, finalement tous les objets techniques, conditionnent le jeu de sélection entre les rétentions et les protentions primaires et les rétentions et les protentions secondaires qui constituent votre propre psyché. Une rétention tertiaire, quelle qu'elle soit, je l'ai dit tout à l'heure, est toujours la spatialisation d'une expérience temporelle. La fabrication d'un outil, par exemple, est la concrétisation spatiale du temps des gestes de la fabrication de cet outil. Avec Jean-Paul Demoule, ici présent, on a fait un peu des réflexions ensemble sur l'archéologie, et j'ai essayé de montrer que dans ce que Leroi-Gourhan, toutes les analyses que Leroi-Gourhan a faites de l'objet préhistorique, du silex taillé en particulier, il disait, Leroi-Gourhan, le silex est aussi un organe de mémoire, et pas simplement un organe de coupe ou de frappe. C'est parce qu'il montrait que le geste qui taille le silex est la mémoire du geste lui-même et permet la transmission aux successeurs de cette mémoire. De la même manière, l'écriture alphabétique rend possible la spatialisation à la lettre du raisonnement géométrique comme une série de mouvements de la pensée, de gestes de la pensée, qu'on pourrait les appeler des gestes de pensée, des gestes mentaux, qui ne peuvent devenir apodictiques à la condition d'être enregistrés et spatialisés. C'est ce que dit Husserl en 1936 dans un livre qui s'appelle « L'origine de la géométrie », où il montre que sans écriture, le géomètre ne peut absolument pas métastabiliser son raisonnement, et donc il ne peut pas le contrôler, il ne peut pas accéder à la forme apodictique qu'on appelle la démonstration. Ce contrôle de la pensée à la lettre, qui est ce que j'appelle une grammatisation du temps de la pensée, il se traduit, on le sait aujourd'hui, par un recodage des circuits synaptiques de ce que Walter Ong appelait le literate mind. C'est ce qu'a montré Marianne Wolf, une neuropsychologue, dans ce livre, Proust and the Squid, qui sera bientôt traduit en français et dont je vous recommande vivement la lecture. Cette intériorisation dans les circuits synaptiques du literate mind de la structure de l'écriture est la condition de la cohérence apodictique et de ce que Marianne Wolf appelle le reading brain, qui est donc quelque chose qui est apparu il n'y a pas très longtemps, il y a 2700 ans. Toutes les formes de pensée connues sur Terre sont distinguées par et comme des agencements de rétention et de protension primaires, secondaires et tertiaires. Et ça signifie, et ça se traduit dans le cerveau de manière très directe et observable aujourd'hui, ça signifie qu'on ne pense pas de la même manière dans une société du Paléolithique, par exemple, dans une société chamanique, où le chaman met en œuvre des instruments, c'est-à-dire des rétentions tertiaires, par exemple celle-ci, qui est ce qu'on appelle un attrape-âme, ou encore dans une société idéogrammatique,
ou dans une société alphabétique où il y a des livres manuscrits comme celui-ci, ou encore d'une société de livres imprimés, etc. Toutes ces rétentions tertiaires transforment la noèse de fond en comble et constituent d'autres formes de société, qui évidemment s'accumulent. On ne perd pas la mémoire de la société biblique dans la société de l'imprimerie, on ne perd pas la mémoire de l'imprimerie dans la société de la radio, mais on n'est plus dans la même société. Ça signifie aussi que dans la société fortement individualisée qui caractérise l'Occident, c'est-à-dire le type alphabétique d'individuation qui est apparu en Grèce ancienne, on pense avec ces objets. Ici, ce sont les objets d'André Breton qui ont été exposés au Centre Pompidou il y a quelques années. Et on pense au milieu de ces objets, et en l'occurrence comme surréalisme, là dans le cas d'André Breton, qui fait des objets quelque chose qui recommence à être habité comme l'objet du chaman. C'est aussi pourquoi Italo Calvino, le grand romancier italien, peut décrire le principal personnage de ce livre, si par une nuit d'hiver un voyageur, le principal personnage qui s'appelle la lectrice, il en fait une description de cette personne uniquement en faisant l'inventaire de ses objets familiers. Il ne décrit ni son visage, ni sa psychologie, etc., mais il ne décrit que ses objets. Et c'est aussi pour cette raison qu'un fameux philosophe, John Locke, a fait de la propriété des objets le fondement de la philosophie politique moderne dans son traité de la Virginie. Quant à nous, je nous appelle les tarvenus du XXIe siècle, nous vivons dans une société qui est dominée par d'autres rétentions tertiaires, qui sont les rétentions tertiaires numériques. Nous produisons, à travers ces rétentions tertiaires numériques, de manière volontaire ou involontaire, ce que l'on appelle des données personnelles, comme M. Obama en a compris l'intérêt pour l'Agence nationale de sécurité américaine. C'est-à-dire des données personnelles qui deviennent de moins en moins personnelles, de moins en moins secrètes et intimes, de plus en plus standardisées par des machines et des réseaux qu'on appelle les réseaux sociaux, qui sont des dispositifs de contrôle via des dispositifs top-down cachés, d'une production bottom-up de ce qu'on appelle, dans la théorie de Clarence Ehrenschmidt, qui est une élève de Jean-Pierre Vernant, l'écriture réticulaire. Nous vivons à l'époque de l'écriture réticulaire et des systèmes de contrôle qu'ils permettent de créer, à savoir les big data. Voilà le contexte rétentionnel à l'intérieur duquel il faut, selon moi, poser le problème des droits de l'homme. Et si on ne mesure pas la nature des questions posées par ces rétentions tertiaires numériques et leur nouveauté, alors on ne parle de rien en matière de droits de l'homme d'autre que d'une idéologie qu'il faut aujourd'hui critiquer. À la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, Athènes traverse une grande crise politique. Et plus généralement, avec Athènes, notamment du fait de l'expansionnisme impérialiste d'Athènes, la Grèce tout entière entre en guerre. Et tout cela produit chez Platon une décomposition de la cité après la mort de Périclès, l'avènement d'une démocratie qui va perdre toutes les batailles des Athéniens contre les Spartiates et autres. Ça se traduira chez Platon par une critique radicale de la démocratie, que l'on articule étroitement avec les droits de l'homme d'ailleurs, normalement, et par une condamnation de l'usage des sophistes en tant qu'ils sont des promoteurs du régime démocratique et de l'usage donc que ces sophistes font de l'écriture, c'est-à-dire de la rétention tertiaire qui est à l'origine de la géométrie comme forme rationnelle de la noèse. C'est dans ce contexte que Platon fonde l'Académie d'Athènes. Cette institution, l'Académie, qui est l'origine de toutes les universités, de tous les systèmes académiques, qui enchaîne sur ce qui avait commencé avec la géométrie au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc 4 siècles plus tôt, ou 3 siècles plus tôt, cette institution, l'Académie de Platon, inaugure un processus de transindividuation d'un genre nouveau qui aboutira à ce qu'on appelle, avec Heidegger, Derrida et d'autres, la métaphysique, c'est-à-dire aussi ce qu'on appelle, à partir d'Aristote, l'ontothéologie. Ce processus d'individuation, de transindividuation académique, est fondé sur un corps de règles noétiques d'individuation collective que la philosophie prétend établir par la pratique de la dialectique au sens de Platon,
Et c'est un programme qui est décrit de manière très précise à la fin du dialogue Phèdre de Platon. Dans ce programme, Platon pose qu'il n'y a aucun mal à écrire, c'est ce qu'il dit là, hein. Il n'y a rien en soi de laid à écrire des discours, c'est ce qui est écrit ici, mais à une condition, c'est que ce soit à partir de ce qu'il appelle la connaissance vraie, c'est-à-dire à partir de la pratique de la dialectique, c'est ce qui est écrit ici. La connaissance vraie est rendue possible par la dialectique, dit Platon, et il ajoute la dialectique précède l'écriture, c'est-à-dire qu'il faut posséder la dialectique pour ensuite accéder à l'écriture et la maîtriser. Le but de Platon, c'est en fait de créer une dialectique capable de contrôler l'écriture et d'éliminer ses effets toxiques, c'est-à-dire de transformer l'écriture, qui est un pharmacone, en un moyen technique de la raison. Jacques Derrida a montré dans un texte célébrissime qui s'appelle La pharmacie de Platon qu'en réalité, Platon pose en principe que la dialectique peut contrôler l'écriture, alors qu'en réalité, l'écriture est la condition de possibilité et d'impossibilité de la dialectique. Et que par conséquent, à travers ce mouvement que fait Platon, il se produit quelque chose de fondamental qui est l'oubli de ce que les Grecs anciens décrivaient comme la situation tragique de la pensée. Situation tragique de la pensée qui consiste en ceci que la pensée est toujours pharmacologique, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais absolument contrôler son propre processus et elle ne peut jamais éviter de régresser. Cette impossibilité de ne pas régresser, Platon lui-même en parlait 10 ans avant Phèdre, ou 15 ans avant Phèdre, un de ses premiers dialogues qui s'appelle Protagoras, où il citait ce vers de Simonide que tout le monde connaît, enfin tous ceux qui ont étudié la philosophie et la poésie grecque. Un Dieu seul peut avoir ce privilège de ne jamais régresser, de ne jamais tomber dans l'oubli du vrai, si vous voulez. Et Aristote le redira 50 ans plus tard dans La métaphysique d'Aristote, toujours en se référant à Simonide. L'âme noétique, dans le traité de l'âme de Platon, dans le traité de l'âme d'Aristote, ne passe à l'acte noétique, c'est-à-dire ne devient véritablement rationnel, que par intermittence, dit Aristote. Il dit, la plupart du temps, l'âme noétique n'est pas noétique. La plupart du temps, elle fonctionne sur un mode automatique qui ressemble plus au fonctionnement du cochon ou du loup ou de la guêpe que sur un mode noétique. De temps en temps, nous avons un insight, comme on dit en anglais, c'est-à-dire tout à coup, on se réveille. Bon. Mais la plupart du temps, on est dans un mode automatique qui ressemble beaucoup plus à un fonctionnement de l'âme sensitive et non pas de l'âme noétique. Nous ne sommes noétique que par intermittence, dit Aristote. Et moi, je soutiens qu'il en va ainsi parce qu'en fait, l'âme noétique, c'est une âme pharmacologique, c'est-à-dire qui est conditionnée par un pharmacone, et que ce pharmacone la fait tout autant progresser que régresser. Et la plupart du temps, nous régressons. Nous ne progressons que lorsque nous nous soumettons à des astreintes, à des disciplines, pour lutter contre cette régression. Mais la plupart du temps, le pharmacone, au lieu de nous ouvrir à des agencements nouveaux et originaux de rétention et de protention, c'est-à-dire de nouvelles formes d'attention, par exemple l'attention de Van Gogh au jaune de la Camargue, eh bien au lieu de cela, nous vivons comme des crétins qui ne voyons même plus ce que c'est que le jaune, nous ne savons même plus ce que c'est que la couleur, nous ne savons même pas ce que c'est que la Camargue. Et cela, c'est la loi, disent les tragiques. Cela, c'est ce dont Platon veut sortir en essayant de construire une philosophie de contrôle du pharmacone qui va lui permettre de dominer la cité et d'éviter la régression de la cité dans ce que lui considérait être la domination par la sophistique. Alors, je vais accélérer parce que l'heure tourne et je ne veux pas abuser de votre patience. J'ai beaucoup de choses encore à vous dire, mais je vais résumer. Je voulais vous montrer, et je ne vais pas commenter ces images, bon, ça c'est le mythe de Protagoras, où Platon, le jeune Platon, explique que finalement les êtres humains, ce que j'appelle les âmes noétiques, sont essentiellement des enfants de Prométhée, et que ce sont des êtres essentiellement techniques, que ces êtres techniques sont condamnés à interpréter leur destin en permanence à travers Hermès, et que donc seule l'herménéia est possible, et la vérité n'est qu'une interprétation. Ça, c'est ce que dit le jeune Platon en citant Protagoras au début de son œuvre, et c'est le point de vue des tragiques, qui pose qu'on ne peut pas éliminer Hermès. Hermès que vous voyez jouer ici avec un serpent, le serpent est aussi chez les Grecs le symbole du pharmacone
et vous le savez sans doute, Hermès a un caducée qui en fait représente 2 serpents enlacés, le bon serpent et le mauvais serpent, si je puis dire, le côté empoisonnant du venin et le côté remède du venin. Platon veut éliminer l'interprétation à partir de la République. Selon moi, après son voyage en Sicile, lorsque Denis de Syracuse, l'ayant fait venir, il l'emprisonne, il le vend comme esclave, et Platon revient extrêmement traumatisé de cela, et il dit il faut éliminer l'interprétation, il faut produire une vérité absolument univoque, et il faut contrôler toute l'interprétation des textes. Par exemple, il faut éliminer les poètes de la cité, ou alors il faut utiliser les poèmes uniquement au service de la politeia, gouvernée par les philosophes rois, etc., etc. Tout ce processus d'élimination du caractère pharmacologique du pharmacone va conduire à ce que, donc, tout à l'heure, j'appelais la métaphysique en me référant à Heidegger et à Derrida. Et c'est un processus de dénégation du rôle de la technique dans la construction de l'esprit. Cette technique, elle va évoluer dans le temps, en particulier à partir... j'aurais voulu vous citer cela, mais j'en ai pas le temps. Ça, c'est un extrait de Walter Ong qui explique que, en fait, les Grecs, ce sont des penseurs qui sont littéralisés et que c'est parce qu'ils ont littéralisé leur esprit qu'ils peuvent penser comme ils pensent. Donc ici, Walter Ong défend un peu le point de vue que je reprends chez lui et d'autres, et chez d'autres. Quoi qu'il en soit, donc, à travers le temps, l'Occident va se transformer, notamment à travers l'imprimerie, qui va créer une différence définitive et une séparation radicale entre la reproduction mécanique des imprimés, des textes, autrement dit, et les textes manuscrits qui autrefois produisaient de la glose et qui faisaient qu'on ne pouvait pas séparer le texte transmis de l'interprétation de ce texte et de sa glose. Cette glose qui a joué un rôle absolument essentiel dans la construction du savoir, comme j'essaie de vous le montrer si j'arrive à la fin de mon propos. Alors, j'aurais voulu vous montrer que toute l'histoire de l'être humain et le développement, d'abord le développement psychique de l'enfant, ça passe par des pharmacas. Par exemple, ce doudou qu'on appelle chez Donald Winnicott l'objet transitionnel. Et Winnicott a montré que sans cet objet transitionnel, l'appareil psychique du bébé ne peut pas se constituer. Alors, l'objet transitionnel n'est pas forcément un nounours, hein, ce n'est pas forcément un hochet, il y en a de toutes sortes de formes selon les cultures infantiles du monde entier, mais il y a toujours un objet transitionnel. L'objet transitionnel est ce que j'appelle le premier pharmacone, le pharmacone primordial, et ces pharmacas, au cours de l'histoire de l'humanité, et surtout à partir du Paléolithique supérieur, eh bien, ils se transforment en se grammatisant, et je soutiens aujourd'hui, en me référant, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Paul, peut-être que tu le diras tout à l'heure, à un travail de Marc Azéma, qui est un archéologue qui a travaillé sur les peintures rupestres du Paléolithique supérieur, et je soutiens que cette grammatisation commence à l'époque du Paléolithique supérieur. Ça, c'est une image qui vient de Lascaux, et cette image de Lascaux, non, je dis une bêtise d'ailleurs, c'est de la grotte Chauvet, cette image de la grotte Chauvet, qui donc a 30 ou 31 000 ans, Marc Azéma soutient qu'en fait, elle constitue une espèce d'archéocinéma. Parce que comme vous le voyez, vous avez ici une décomposition du mouvement, et c'est une spatialisation d'une temporalité que le mouvement de cette panthère ou de cette lionne qui est en train de courir, et qui est une sorte de storyboarding produit par des hommes préhistoriques. Azéma a montré qu'il y a 250 grottes dans le monde qui ont des dessins de ce type-là, de toutes sortes, et il montre que ce processus de grammatisation donc, commence au Paléolithique. Alors lui ne parle pas de grammatisation, c'est moi qui... Mais ce que j'appelle la grammatisation, c'est la capacité d'extérioriser des contenus mentaux sous forme spatiale. Et ça, il est certain qu'à l'époque du Paléolithique, ça existe. C'est d'ailleurs pour ça que Georges Bataille, lorsqu'il va à Lascaux, en 1940, ou 40 et quelques, dit « ça c'est nous sommes là, nous commençons là ». C'est parce qu'il voit pour la première fois des contenus mentaux extériorisés. Quand le roi Gourand décrit par exemple des silex taillés, ce ne sont pas des contenus mentaux qui sont extériorisés, ce sont des gestes du corps contrôlés par des contenus mentaux, mais la trace qu'on a, c'est la trace des gestes, ce n'est pas la trace des contenus mentaux. Là, on a une trace de ce qu'ont vu ces peintres de la préhistoire, ces artistes de la préhistoire. Alors, personnellement, je soutiens que le numérique est le dernier stade de la grammatisation. Donc le numérique est aujourd'hui le dernier stade de ce qui a commencé à l'époque
ces peintures rupestres de la grotte Chauvet, en passant par des réseaux qui se sont développés au XVIIIe siècle, qui sont les réseaux de ce qu'on appelle la République des Lettres, qui a créé une transformation radicale des processus de transindividuation et qui est à l'origine, évidemment, de la modernité. La Aufklärung, le droit des droits de l'homme, passe par la constitution de réseaux de circulation de lettres qui sont constituées, ces lettres manuscrites, par l'ouverture d'un espace de l'écriture imprimée, c'est-à-dire, là les lettres, la République des lettres, ça veut dire la République des gazettes, des journaux, des livres qui circulent, et d'un réseau, qui est un premier réseau d'écriture réticulaire, mais qui n'est pas basé sur Internet, mais sur la poste. Alors, j'aurais aimé vous parler de tout cela en me référant à Sylvain Auroux, qui a théorisé la grammatisation d'une manière, à mon avis, très importante, qui a montré, par exemple, que la puissance de l'Occident sur la planète entière, qui se déclenche à partir du XVIe siècle, passe par le livre imprimé, et en particulier par l'ordre des Jésuites, qui, à travers les livres imprimés, les Bibles, mais aussi les grammaires et les dictionnaires, vont imposer une grammatisation de toutes les langues du monde. Je ne vais pas le faire maintenant, sauf en vous disant que Google est en train de faire la même chose, mais avec des moyens tout à fait nouveaux. Si j'avais eu du temps, j'aurais essayé de vous montrer que tout ça, au XIXe siècle, aboutit au manuel scolaire. Ça, c'est un manuel du XIXe en France. Et au XXe siècle, ça passe par le livre de poche, qui va créer un nouveau type de société, qui est une société de consommation. Cette société de consommation, en fait, elle est basée non pas sur le livre de poche, mais sur la distribution de la presse qui ne produit plus du savoir avec les rétentions tertiaires, mais de l'information. Et non seulement elle produit de l'information, mais elle produit aussi de la distraction à travers les industries de la communication, qui sont d'autres types de réseaux, et qui constituent un nouvel âge de la captation, et non pas de la formation, mais je dirais de la déformation de l'attention. Vous le savez bien, Jeremy Rifkin a rendu cela célèbre, l'attention est la valeur la plus recherchée au monde aujourd'hui. Le page ranking, par exemple, de Google, il faut que je termine, oui. Le page ranking de Google est une machine à capter l'attention avec des moyens algorithmiques extraordinairement sophistiqués qui rompent avec ce modèle qui vient des industries culturelles analogiques et qui ouvre de nouvelles perspectives. Alors ce modèle des industries culturelles analogiques, j'ai soutenu dans mes livres les plus récents, dont un est traduit aux États-Unis sous le titre Taking Care of Youth and Generation, qu'il a détruit cela. Ça, c'est une école romaine, il y en avait aussi en Grèce, mais je n'ai pas trouvé d'aussi belle représentation, et même qu'il détruit cela, c'est-à-dire la relation transitionnelle entre la mère et l'enfant. Je m'appuie sur Zimmerman et Christakis, qui sont deux psychiatres américains, qui ont montré qu'il y a une très grave perturbation des relations entre les parents et les enfants, entre les générations, avec le développement des réseaux de communication analogiques aussi bien que numériques, et que nous sommes en vrai danger de psychose généralisée à cause de cela, à cause aussi bien de l'analogique que du numérique. C'est dans la revue Pediatrics que Zimmerman et Christakis ont montré cela d'une manière, à mon avis, fondamentale, et Keith Hales, avec qui j'ai un peu travaillé, a développé ces choses-là à Duke University et au départ à UCLA d'une manière très intéressante. Alors, je ne vais pas vous parler de cela, mais pour conclure, comme Souhaïl me le demande, et il a raison de que c'est l'heure, je voudrais dire quelques mots des MOOCs et de la question de savoir si ces MOOCs pourraient devenir l'espace d'une nouvelle rationalité, non pas de la République des lettres, mais de la République numérique, qui permettrait de faire que les droits de l'homme deviennent autre chose qu'une idéologie de domination de l'Occident, mais une véritable nouvelle époque de l'individuation psychique et collective, se référant à une nouvelle forme de la raison. Les MOOCs sont apparus il y a quelques années. On dit souvent à Stanford, moi je dis non, à Épineuil-le-Fleuriel, il y a 3 ans et demi, à travers cette école. Ça, c'est le site de mon école où vous pouvez, par exemple, consulter ici un cours sur Platon le 16 mars dernier. C'était le dernier cours de cette année. Les MOOCs sont aussi apparus à Stanford. Voilà, ça, c'était le Page Fund de Coursera de Stanford. Et la question se pose aujourd'hui de savoir, est-ce que ces MOOCs sont vraiment un avenir de l'enseignement supérieur? Alors, ma réponse est très mitigée. Aujourd'hui, les MOOCs tels qu'ils sont produits par Stanford, je pense, sont très problématiques, notamment parce qu'ils présupposent que les communautés d'étudiants qui sont sur ces cours en ligne, qui représentent parfois 2 ou 3 millions d'étudiants, moi je n'ai que 1000 étudiants. C'est déjà pas mal. Mais ces communautés, dit l'idéologie de Coursera, sont en fait des communautés d'évaluation par les pairs. Alors ça, c'est très intéressant.
C'est très intéressant parce que ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, la géométrie, c'est une communauté de pairs. Mais est-ce que vraiment, sur Coursera, on a affaire à une évaluation par les pairs? Je ne le crois pas du tout. En fait, aujourd'hui, ce qui fait l'évaluation des étudiants sur Coursera, ce sont des robots, des algorithmes, des automatismes, qui sont exactement le contraire de l'interprétation en quoi consiste l'évaluation par les pairs. Et c'est ça dont je voudrais vous parler pour terminer. En fait, le savoir tel que les Occidentaux l'ont pensé, mais tel que toutes les autres sociétés l'ont pensé aussi, le savoir chamanique, le savoir religieux, le savoir magique, le savoir sous toutes ses formes, est toujours une forme d'interprétation. Il y a dans toute forme de savoir quelque chose qui ne peut pas être réduit à un pur calcul, c'est-à-dire à ce que Kant appelait un déroulement analytique de la pensée. Kant disait qu'il faut, pour vraiment penser, être capable de produire des jugements synthétiques, c'est-à-dire qui ne sont pas inclus dans toutes les rétentions précédentes, mais qui constituent une vraie nouveauté, une rupture. Gilles Deleuze appelait ça une bifurcation. Un algorithme, aussi puissant soit-il dans un système de big data, ne produira jamais la moindre bifurcation. Et il est très problématique aujourd'hui de développer les MOOCs sans faire une étude très approfondie de ce que le numérique est en train de faire au savoir. Le numérique permet, par exemple, ça, vous connaissez ça, la fonction recherchée du logiciel Word, vous l'utilisez sans arrêt, moi-même je l'ai utilisé pour préparer cette conférence et j'ai fait une copie d'écran. Le numérique permet de mettre en œuvre des fonctions analytiques de ce que Kant appelait l'entendement, qui sont des fonctions purement logiques, et donc Kant accepterait certainement qu'elles soient automatisables. L'entendement peut être automatisé. L'entendement, c'est ce qui permet de faire des calculs analytiques. Donc tout ce qui est analytique peut être automatisé. Mais le numérique permet aussi de faire des opérations de l'entendement beaucoup plus complexes, par exemple celles qui permettent de donner à voir ces images. Ça, ce sont des images de nanostructures. C'est-à-dire que ce sont des images d'objets quantiques. Eh bien, ces objets ne sont pas des objets, et comme objets, ils n'existent pas. Si vous définissez véritablement l'objet comme ce qui est construit par un sujet rationnel qui se donne un phénomène, et que ce phénomène, il en produit une représentation rationnelle, eh bien, ce que vous voyez là n'est pas un objet. C'est une simulation d'objet, parce qu'à l'échelle quantique, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas de phénomène, si vous préférez. Autrement dit, il y a des noumènes, c'est ce qu'on appelle chez Kant des noumènes, des objets de l'esprit, si vous voulez, des productions de l'esprit, mais qui ne sont pas intuitives. Aujourd'hui, toute la physique quantique, mais aussi l'astrophysique, c'est-à-dire la physique de l'infiniment petit et la physique de l'infiniment grand, sont produits par des machines numériques. Ça signifie que l'ensemble du savoir physique, aujourd'hui, il faut que j'arrête, est digitalisé. Alors, j'aurais aimé vous montrer, je termine vraiment, j'aurais aimé vous montrer que tout cela, si on veut le penser sérieusement, il faut passer par Paul Claudel qui dit qu'il faut qu'il y ait dans le poème un nombre tel qu'il empêche de compter, c'est-à-dire un nombre qui bloque le calcul et qui oblige à synthétiser, et que tout cela, eh bien, ça passe par des structures qu'on peut analyser, en effet, avec le numérique, sous forme d'une grammatisation, par exemple, d'un vers, d'un poème, comme cela, et que ça passe par le traité des catégories d'Aristote, c'est-à-dire par une théorie de la catégorisation qui a commencé avec Aristote, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est à la base de tout le savoir contemporain, le système des classifications, les processus de taxinomie, les terminologies. En France, il y a une commission des terminologies qui existe. Les processus de description, qui, par exemple, dans le domaine de l'anatomie, de l'entomologie, etc., définissent des procédures de description, de spécification. Tout cela reposant sur des organisations de savoir en disciplines, ces disciplines constituant elles-mêmes des hiérarchies de catégories, ces catégories reposant sur des ontologies qui ont toutes sortes de formes. Ça, c'est l'ontologie d'une automobile, puisqu'on utilise maintenant ces concepts dans l'industrie, et tout cela renvoyant à des théories mathématiques comme la théorie des groupes, par exemple, ou encore la théorie des catégories en mathématiques. J'ai oublié de mettre l'image. Voilà, c'est ça, la théorie des catégories en mathématiques. Tout cela passe par Emmanuel Kant, la théorie des catégories, de la critique de la raison pure, etc., etc. Alors, je termine vraiment. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons commencé par la préhistoire, la grammatisation. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau stade de la grammatisation. Et ce nouveau stade de la grammatisation, il devrait aujourd'hui conduire à la possibilité de produire des controverses avec le numérique. Et non pas ce que produit le numérique aujourd'hui, à savoir du nivellement de toutes les controverses, une espèce de consensus extrêmement dangereux. Aujourd'hui, le web est conçu exclusivement pour produire du chiffre d'affaires dans le domaine de la publicité, et donc il nivelle tout ce qui nécessite une interprétation, c'est-à-dire qui n'est pas calculable.
Ici, vous avez la photographie d'Einstein et de Niels Bohr. Vous savez qu'il y a eu une grande querelle entre Einstein et la mécanique quantique. Cette image en est une illustration. Et si je vous montre cette image, c'était pour vous dire que le savoir rationnel ne fonctionne que dans la controverse, que par l'opposition des points de vue, qui elle-même, cette opposition, ne peut être résolue que par des interprétations et des bifurcations dans le savoir. Si vous regardez, par exemple, cette page qui est Newton commenté par Leibniz, vous voyez comment se construit le savoir. C'est dans ces gloses que le savoir se produit. Aujourd'hui, les technologies de traçabilité, ça c'est le réseau Facebook, permettraient d'organiser des gloses et des polémiques extraordinairement fécondes mises au service des MOOCs, mais ça n'est pas du tout le cas parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, avec ces systèmes que sont les descripteurs du web, valoriser ce genre de choses. Moi-même, je travaille à l'IRI à développer, alors, par exemple, des systèmes que j'appelle des vidéolivres, qui sont mes cours transformés en livres consultables en ligne, mais surtout annotables par des gens qui vont construire des thésauries. On a monté à l'IRI un séminaire sur les processus de ce que nous appelons la catégorisation contributive, qui permettrait de reconstituer une vraie république, non pas des lettres, mais d'un numérique, où des polémiques se tiendraient et permettrait de produire une véritable conception universelle du droit, des droits de l'homme, éventuellement, qui serait basée sur une technologie noétique appropriée. Voilà, je m'excuse d'être allé un peu vite à la fin, et je vous remercie beaucoup de votre attention.